Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Limousin, mais aussi sur France Bleu Limousin et France Bleu Creuse pour cette émission spéciale consacrée au grand débat national. Bonjour Jérôme Hédan. Bonjour. Ensemble, nous allons tenter de faire un état des lieux de ce grand débat en Limousin. Depuis le 15 janvier, vous le savez, pendant 2 mois, des millions de Français peuvent potentiellement débattre sur 4 vastes thèmes qui ont été choisis par l'exécutif. Quelles sont les attentes ici en Limousin? On en discute avec 4 invités. Christine de Neuville, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Vic-sur-Breuil en Haute-Vienne, 1300 habitants, et vous avez accueilli dans votre commune un débat animé par le député Jean-Baptiste Djebari. C'était le week-end dernier. Absolument. Patrick Poré, bonjour. Bonjour. Vous êtes commercial en Creuse, vous vous êtes investi depuis le début dans le mouvement des Gilets jaunes et vous avez organisé le 23 janvier une assemblée citoyenne hors du cadre du grand débat cette fois, mais un député était également présent, c'est le député creusois Jean-Baptiste Moreau. Marie-Claude Carla, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'UDAF, l'Union des associations familiales de la Corrèze. Votre fédération a lancé une campagne de mobilisation pour peser sur ce grand débat, notamment en matière de pouvoir d'achat, et vous organiserez bientôt une réunion en Corrèze. Enfin, Bernard Talamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Oreille en Haute-Vienne, un village d'1 millier d'habitants. Alors Jérôme, on va commencer par faire un état des lieux de ce grand débat en Limousin, ça marche ou pas? Alors d'abord les chiffres, de manière très quantitative. Selon les chiffres fournis par les préfectures, il y a eu en Limousin 61 débats officiellement comptabilisés dans les 3 départements, 25 en Creuse, 22 en Haute-Vienne, 14 en Corrèze. La sauce a mis un peu de temps à prendre quand même, parce que ces débats, ils n'ont pas été organisés vraiment dans les 15 premiers jours. Christine de Neuville, par exemple, maire de Vic-sur-Breuil, vous qui manifestement adhérez à ce grand débat, en tout cas à son fonctionnement. Pour vous, quand on regarde globalement, est-ce que c'est une réussite ou pas sur ce premier mois quasiment d'organisation ? Alors, je crois que ça dépend beaucoup de la façon dont ça se passe. Le grand débat qui a eu lieu à Vic, alors je l'ai accueilli parce que je considère que quelle que soit la raison, et que ce soit pour des raisons politiques ou professionnelles ou même familiales ou personnelles, le débat est toujours nécessaire. Moi, le petit regret que j'ai par rapport à ça, c'est que ce à quoi j'ai assisté à Vic, c'est plus une série de revendications ou une série de déclarations plutôt qu'un débat. Il y avait, je pense, entre 120 et 150 personnes dans la salle des fêtes. Donc, je pense pas que ça peut porter exactement le nom de débat. Moi, j'aurais préféré que ce soit organisé de façon différente, où il y ait vraiment que les 4 thématiques soient prises une par une et que les gens se répondent et s'écoutent. Alors que là, j'ai trouvé que c'était un peu univoque comme... Il y avait un besoin de parler, vous avez constaté ça? En revanche, ça c'est le point très positif. Je pense que chacun a le droit de dire et doit dire exactement ce qu'il pense. Donc j'aurais, moi, préféré que ce soit en 2 temps, qu'il y ait un temps déclaratif et peut-être après un temps de regroupement sur les thématiques. Bernard Talamy, maire d'Oreille. Alors vous, pas de débat, en tout cas pas à votre initiative. Vous n'avez pas spécialement facilité les choses pour qu'il y en ait dans votre commune, parce que ça ne sert à rien, à votre avis, justement, cette discussion, peut-être même cette addition de monologues, comme disait Madame de Neuville? Alors, j'ai été clair, notamment lors des vœux. Je n'organiserai pas, moi, en tant que maire, parce que je ne trouve pas que j'ai une légitimité particulière après une posture présidentielle vis-à-vis des maires qui a été un petit peu éloignée par diverses mesures. Une forme de mépris pour vous? Oui, un petit peu une forme de mépris. Vous dites, je ne vais pas faire le service après-vente après avoir été méprisé, quoi. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et si vous voulez, le débat en lui-même, moi, j'ai l'impression que c'est plus un grand déballage, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'expression qui est extrêmement fort. Et comme disait Madame de Neuville, c'est quelque chose qui est important de pouvoir porter une expression. Mais en 2 mots, si vous voulez, dans le contenu, il y a des choses qui ne me vont pas. On va parler de rabol fiscal, et moi, j'aimerais mieux qu'on parle de justice fiscale, parce qu'il faut de l'impôt. Si on veut de la répartition, c'est important. Sur le fond, il y a certains thèmes qui sont absents, totalement absents. Le travail, qui sont pourtant portés, la rémunération du travail, sont portés, la fiscalité.
l'idée qu'on va travailler de fait sur la réduction des prélèvements et des dépenses, alors qu'il y a peut-être d'autres réflexions à mener, sur la méthode, un petit peu ce qui est abordé, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qui va trancher si on garde le cap, et puis sur la légitimité du maire. Voilà, donc je ne ferme pas la porte. Si des personnes veulent organiser, je mets à disposition. Vous prêtez une salle, il n'y a pas de souci. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut pour organiser. Patrick Poré, ce constat-là, vous le faites aussi, vous qui avez organisé une assemblée citoyenne hors débat avec des thèmes qui ne sont pas imposés. Donc. Voilà, hors débat, tout simplement parce que le débat tel qu'il est organisé, c'est le gouvernement. C'est tout. Normalement, il y a un organisme spécifique qui peut prendre en charge ce type d'organisation, le CNDP. C'est plus le cas. Ça avait été prévu comme ça, c'est plus le cas. Moi, je dis c'est un verrouillage. C'est ce qu'on a pensé, nous, c'est un verrouillage. 4 thèmes, non, il y a plusieurs thèmes. On va les rappeler, les thèmes d'ailleurs. Fiscalité et dépenses publiques, transition écologique, démocratie et citoyenneté et organisation de l'État et des services publics. Il manque quoi, par exemple, pour vous? Revalorisation du travail, par exemple. Déjà, pouvoir d'achat. C'est un point essentiel, le pouvoir d'achat. Beaucoup de choses qui reviennent aujourd'hui là-dessus. Comme dit M. Talamy, que va-t-il ressortir? Qui va trancher? Comment? Et dans les débats faits par M. Macron aujourd'hui, on voit qui? Hier, il était avec des jeunes. Oui. Ensuite, il est avec beaucoup d'élus, des maires, qui ont été quand même, là je suis bien d'accord avec vous, relativement bafoués à un moment donné. C'est très facile de revenir vers eux. M. Macron s'adresse à des gens qui sont élus, il ne s'adresse pas au peuple. Le peuple, il le méprise depuis pas mal de temps aussi. Cela dit, il y a un député qui est venu assister à votre assemblée comme au débat de Mme Neuville. Tout à fait. Et ça s'est passé comment? Très bien, très bien. On a un député en Creuse qui est relativement à l'écoute. Maintenant, on va aussi lui demander pourquoi il a voté cette loi anti-casseurs. Il avait le choix de dire non aussi. Il a automatiquement des arguments, donc on les écoutera et on verra. Mais si on veut continuer à discuter, il faut absolument qu'on ait un minima de confiance entre lui et nous, autrement on n'arrivera à rien. On ne peut pas être dans la rue tout le temps à dire on n'est pas content et à un moment donné bloquer le dialogue. Il faut avancer, mais il faut continuer à être présent parce qu'il est hors de question de lâcher. Il y a trop de choses importantes, on en parlait un petit peu entre nous tout à l'heure, pour l'avenir, et il faut que ça soit fait rapidement, parce que dans 10 ans, ça sera déjà trop tard, rien que pour nos territoires. Il y a une autre frange de la société, Marie-Claude Carla, que vous représentez d'ailleurs ici, sur ce plateau et dans cette émission. C'est le monde associatif qui commence vraiment à se mêler de ce grand débat, très clairement. On a vu des associations de consommateurs s'y mettre, des associations familiales ou de citoyens. Je rappelle que vous représentez l'UDAF, l'Union des familles et des associations familiales de la Corrèze. Vous allez y participer à ce débat. Est-ce que la formule est, à votre avis, une bonne idée pour les territoires, pour les citoyens, pour les associations qui les fédèrent? Alors, nous allons participer, nous allons organiser un débat donc début mars. Voilà, en présence également du député. Nous avons retenu un thème sur la présence des services publics sur le territoire, puisque c'est un thème qui nous est très cher, à la fois aux associations familiales, mais à la fois à l'ensemble des familles que l'on représente, puisque nous ne représentons pas que les associations familiales, mais bien l'ensemble des familles du territoire. Et donc, il est pour nous primordial le sujet de la présence sur le territoire des services publics. Vous avez combien d'adhérents en Corrèze, par exemple? Alors, nous, en termes d'adhésion aux associations familiales, nous arrivons à 6 000. Oui. Mais nous représentons l'ensemble des familles. J'insiste là-dessus, nous ne représentons pas que les familles qui sont adhérentes à l'une ou l'autre des associations. Et elles attendent quoi, justement, ces familles, de ce grand débat? Ce que je pense honnêtement, c'est qu'elles attendent de pouvoir s'exprimer. Parce que, comme le disait monsieur, la parole n'est pas forcément donnée aux familles, aux gens qui sont sur le terrain, à ceux qui ne participent pas à des grands débats ou autres. Ils ont besoin d'être écoutés, de dire des choses, d'être écoutés, de faire remonter leurs difficultés. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment... c'est prégnant, il y a des difficultés pour tous, pas uniquement pour ceux qui sont sans emploi à un moment bien donné, mais y compris pour toutes les familles qui travaillent. Il y a des difficultés pour l'emploi, il y a des difficultés pour trouver un médecin traitant, il y a des difficultés pour que les enfants soient scolarisés en lycée ou voire en études supérieures. Il y a la difficulté de l'éloignement, de l'absence de certains services. Donc tout ceci, ils ont envie de le faire remonter. Faire remonter ce qu'ils attendent un peu sur les territoires, ce qu'ils attendent des élus et donc du coup de l'État.
On voit que les attentes, elles sont fortes. Christine de Neuville, comment ça se passe quand le débat est fini? Il y a des notes qui sont prises, je suppose. Où se font les remontées? Comment ça fonctionne? Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait 3 personnes qui prenaient des notes de tout ce qui était dit. Et à la fin, ou pendant, ou au milieu du reste, tout le monde avait la possibilité d'écrire. Il y avait des panneaux qui avaient été mis à disposition pour laisser de façon peut-être plus précise des revendications ou des demandes. Et peut-être aussi, j'ai compris, qui n'étaient pas forcément dans le débat. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'en fonction un peu de la typologie des assistants, je pense que le débat peut changer un peu d'orientation. C'est-à-dire, globalement, il y avait très peu de jeunes à Vic. Moi, j'ai apprécié beaucoup la présence. Il y avait plusieurs gilets jaunes, personnes représentant les gilets jaunes qui étaient là, qui ont participé, qui ont été très positifs, qui ont apporté des choses. Mais compte tenu de l'âge des participants, ça a tourné beaucoup autour des questions de retraite, des questions de CSG. Voilà, c'est ça, de CSG. Et donc, j'imagine que chaque débat en soi, Madame dit qu'elle va faire un débat sur le pouvoir d'achat. Donc, je pense un peu que ça dépend de la typologie des gens présents. Et Patrick Poré, justement, pour le mouvement des Gilets jaunes en Creuse, vous y croyez à cette possible remontée et prise en compte de tout ce qui se dit? Madame de Neuville le disait, il y a aussi des Gilets jaunes, en tout cas étiquetés ainsi, qui participent à des débats officiels. Est-ce que, d'une certaine manière, certains y croient ou pas? Est-ce que l'issue de la crise est par là, finalement? L'issue de la crise, je ne sais pas. Maintenant, on est aussi en train de faire le travail de nos élus. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui a été élu avec un parti qui a une majorité à l'Assemblée, qui, normalement, est censé répondre aux préoccupations des Français. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Alors, je ne m'engagerai pas à répondre pour tous les autres gilets jaunes. Moi, honnêtement, je sais qu'il faut faire l'effort de dialoguer, travailler en commun pour essayer de co-construire, parce que la vie de notre pays nous intéresse. On a des enfants derrière, on va avoir des petits-enfants. Si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, qui va le faire pour nous? Mais nos élus doivent aussi prendre conscience qu'on a des territoires... depuis en plus la structuration des nouvelles régions qui deviennent pour certains endroits c'est catastrophique. Moi, après, je ne crois pas à la finalité. Il y a trop d'intérêts, les moyens de l'État ne vont pas forcément permettre d'engager énormément de réformes. Alors il y aura peut-être 1 ou 2 points, lesquels on ne sait pas. On dit c'est M. Macron qui a les clés. Mais M. Macron, j'espère qu'il écoutera ses députés, parce que ces députés, je pense, vont vraiment lui faire remonter les informations. Saura-t-il les écouter? C'est une autre question. Alors, nous sommes toujours ensemble pour cette émission spéciale consacrée au grand débat en Limousin, émission à suivre sur France Bleu Limousin, France Bleu Creuse et France 3. On va maintenant s'intéresser aux attentes des Limousins. On parlait des cahiers de doléances, donc qu'est-ce qu'il y a dans ces cahiers de doléances, Christine de Neuville? Un peu de tout. Oui. Ouais. C'est ça, c'est exactement ce que disait monsieur, c'est qu'en fait les demandes sont extrêmement variées, différentes, voire antagonistes. Oui. Et c'est vrai que je ne vois pas bien comment on pourra satisfaire tout, enfin ça me paraît tout à fait impossible. Alors après les maires, comme disait mon collègue M. Talamani, ça c'est sûr que nous on a des revendications qui sont très anciennes, très précises et qu'on fait remonter aussi. Mais je dois dire que je suis un peu inquiète de cette différence de position qu'on peut trouver. Bernard Talamy, maire d'Oreille, vous avez cette remontée aussi, ce sentiment de choses très diffuses et difficiles à compacter? Oui, j'avais pris quelques éléments. Voilà, du quotidien. Nos administrés, ils s'adressent aux maires. Je pense que vous êtes dans le même cas que moi. Voilà, ça va des éléments du travail sur le SMIC, sur l'indice, sur le gel de l'indice de la fonction publique. C'est des choses complètement différentes. Sur la retraite, on l'entend beaucoup avec les jeunes, la revalorisation, une peur de l'abandon du nouveau mode de calcul par points. Sur les impôts, l'ISF, la progressivité, mais c'est aussi sur le vote. La proportionnelle, la prise en compte du vote blanc. Enfin, vous voyez, je pourrais continuer, l'écologie, sur la santé. Il y a un espèce d'assemblage qui est extrêmement diffus. On sent qu'il est prégnant. Et ma crainte, c'est que s'il n'y a pas suffisamment de réponses données,
le remède peut être pire que le mal. Créer voilà, une attente supérieure, voilà, même qui vienne au besoin d'expression qui vient d'être qui est donné en ce moment. Ça peut être des espoirs déçus, ça peut être aussi une façon de se réapproprier ces questions politiques. C'était pas forcément le cas. Vous étiez engagé, par exemple, Patrick Poré, Gilets jaunes en Creuse? Moi, je n'ai jamais été engagé en politique ou dans un syndicat. Mais vous vous en souciez? Mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. C'est la vie de mon pays. Voilà. Donc à partir de là, je suis partie prenante, j'ai des enfants, on bénéficie de services publics, il y a des institutions qu'il faut respecter, il y a un drapeau. Comme je vous disais, je crois quand on s'est eu au téléphone, oui, il y a une chose moi, que je ne veux pas absolument aujourd'hui, c'est le chaos. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui marchent sur le drapeau, je ne veux pas que les institutions soient détruites ou qu'il y ait vraiment qu'on aille au-delà d'une certaine violence. Alors, oui, bien sûr, ça m'intéresse parce que c'est à protéger. On parlait du vote blanc, la Constitution a été faite en 1958. Aujourd'hui, peut-être on peut la lisser par rapport à cette reconnaissance de vote blanc, parce qu'il y a des gens qui sont élus avec des taux d'abstention records. À une certaine époque, ça n'existait pas. Une époque, les gens allaient voter bien plus. Il y en avait de l'abstention, mais elle était minime. Aujourd'hui, l'abstention est souvent record. Comment on peut considérer être élu quand on a 35% d'abstention? Alors, comment faire? On va vous interrompre parce qu'il y a un petit problème avec votre micro, visiblement, qu'on va tenter de régler. En attendant, on va parler de cette tournée quasiment d'Emmanuel Macron qui est en train de prendre part à ce grand débat partout en France. Certains l'accusent d'être quasiment en campagne et d'essayer de continuer à faire valoir sa politique. Christine Deneville, pour vous, c'est compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe, ce que je peux faire moi, en tant que maire. Oui. Ma responsabilité de maire vis-à-vis de mes administrés et des gens qui vivent autour de moi. Et voilà, donc ce qu'on a entendu, c'est un cri. En fait, c'est un cri, écoutez-moi, écoutez-nous, voyons ensemble ce qu'on peut changer. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut s'écouter d'abord, chacun dans son rôle, et c'est pour ça que je vous parlais des maires ruraux. L'association des maires ruraux, nous, ça fait longtemps qu'on débat. Et on a présenté à M. Macron pour la ruralité de demain. En fait, c'est 146 propositions sur lesquelles on avait travaillé. L'association des maires ruraux a travaillé pratiquement 1 an et demi en balayant tous les sujets qui nous concernaient, nous. Donc, on est habitué à formuler des demandes. Mais vous n'êtes pas forcément voilà. Et on est habitué à... c'est ce que me disait mon collègue tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je pleure encore les cartes d'identité que M. Cazeneuve nous a retirées. Moi, j'avais une centaine de cartes d'identité tous les ans à Vic, et maintenant, mes administrés doivent aller ou à Limoges ou à Saint-Thirier. J'ai un problème de transport scolaire avec le collège, ça se règle à Bordeaux. Enfin, voilà. Question qu'on peut poser également à Marie-Claude Carla pour l'Union des associations familiales de la Corrèze. Vous avez quel regard, vous, monde associatif, justement, parce qu'on est à la croisée, en effet, d'une campagne électorale ou pré-campagne électorale, peut-être, d'un président et de son gouvernement, d'intérêts vraiment ancrés dans les territoires. Vous avez quel regard sur ça vis-à-vis du grand débat ? Alors moi, ce qui m'interpelle tout d'abord, c'est que nous avons vu ces dernières semaines des gens dans la rue qu'on ne voyait pas. Nous avons vu des gens qui s'exprimaient alors qu'ils n'avaient pas l'habitude. Des mères célibataires, par exemple. Par exemple, des parents solos. Voilà, des parents solos qui nous ont crié leur désespoir, leur difficulté à arriver à la fin du mois. Et ce sont des gens qui n'ont jamais osé, peut-être par crainte ou par pudeur, qui n'ont jamais osé aller manifester ou devant la préfecture ou autre. Et nous avons rencontré là des gens qui, enfin, disaient tout leur mal-être. Et comme le disait monsieur tout à l'heure, il me disait « je ne suis pas engagé en politique, je ne suis pas engagé syndicalement, et pourtant je suis dans cette démarche depuis le début ». Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de nombreuses familles, beaucoup de gens qui sont dans cette démarche-là, qui souvent font grève ou qui restent des journées entières sur des ronds-points. C'est pas leur choix, c'est qu'ils ont quelque chose à exprimer. Ils ont envie de se faire entendre des politiques parce qu'ils ont vraiment l'impression que toutes les décisions se prennent un peu sans eux et au-dessus d'eux.
Alors nous sommes toujours ensemble pour cette émission spéciale consacrée au grand débat en Limousin, émission à suivre sur France Bleu Limousin, France Bleu Creuse et France 3. On va maintenant parler d'un thème particulier qui revient très souvent dans les revendications des Gilets jaunes, mais aussi des citoyens et qui fait partie des 4 thèmes imposés. Ce sont les services publics. Alors les services publics, ce sont les trains, les hôpitaux, l'éducation, la poste. Les demandes qui remontent du terrain chez vous, par exemple, Bernard Talamy, sont quoi? C'est les écoles, c'est la poste, c'est le désenclavement? Vous parlez d'un sujet qui touche oreille, l'école. Il y a 2 ans, on a ouvert... En pleine carte scolaire, en ce moment. Oui. Pardon, une 5e classe, et là, on parle de fermeture. Voilà, donc c'est un peu l'idée de sortir, de prendre d'autres critères que les chiffres, que les nombres, et puis de regarder l'intérêt de petites communes. Moi, sur ma commune, il n'y a plus de commerce. On fait ce qu'on peut. On a un distributeur de pain automatique. On a d'autres éléments comme ça. On essaie de boucher, d'amener des services. Mais l'école, tout ce qui tourne autour de l'enfant pour aider à l'installation des couples, on a une crèche, on a un ALSH, on a une école. Et si vous voulez, sans école, ma commune sera riche, mais pauvre de tout le reste. Patrick Poré pour le mouvement des Gilets jaunes dans la Creuse. Alors la Creuse, grosse mobilisation au fil des années autour des services publics. On imagine que c'est un thème qui fédère évidemment au sein de votre mouvement. Qu'est-ce qui est le plus criant sur cette question-là? Est-ce que le débat, les échanges peut amener des réponses? D'abord, qu'est-ce qu'il faut comme solution avant tout pour des territoires comme les nôtres? Il faut comme solution, comme dit monsieur le maire, pas fermer les écoles dans les campagnes. Les enfants amènent de la vie partout. Et quand on commence à fermer les écoles, à un moment donné, après, quand il y a encore un peu de commerce, c'est les commerces qui finissent par fermer, puisque s'il n'y a pas d'école, dans les petits villages, il n'y a pas de famille qui s'installe. C'est un vecteur de faire venir du monde. Après, c'est vrai que s'il y avait un bassin économique chez nous, en Creuse, un peu plus développé, donc je sais qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Il y a eu des réunions dernièrement faites avec des entrepreneurs pour essayer de faire venir un petit peu de monde. Oui, bien sûr, c'est des jeunes qui arrivent avec des enfants. C'est important. Si on n'a plus d'enfants... Vous avez le sentiment que vous n'avez pas d'égalité d'accès aux services publics par rapport à des Bordelais, par exemple, ou à d'autres personnes? Non, on est... Excusez l'expression, mais bon, j'étais dans le sport pendant pas mal de temps, que ce soit les Corréziens ou les Creusois, on était avant dans le centre-ouest, aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine, mais vous allez sur Bordeaux, vous allez dans certains coins, certains départements de la Charente, par exemple, les Creusois, les Corréziens, ce sont des jambons. On met ça entre guillemets, c'est une expression, on va dire sportive, mais non, on n'a pas la même reconnaissance. Si on veut quelque chose, il faut aller à Bordeaux, on est à Guéret. Non, mais c'est impressionnant. On en parlait, Limoges, un centre de tri qui va fermer aussi. Une ville comme Limoges. Alors, sur une ville comme Limoges est déjà impactée, imaginez ce que peuvent ressentir les petites communes, où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus de pharmacie, où il n'y a plus de docteurs. Marie-Claude Carlin, on vous entend acquiescer. La Corrèze, pour l'UDAF de la Corrèze se sent un petit peu abandonnée également, ou en marge dans cette nouvelle région? Alors, abandonné, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il ne faut pas oublier que pour participer à une réunion sur Bordeaux, puisqu'aujourd'hui notre nouvelle région, le siège c'est bien Bordeaux, pour participer à une réunion, pour essayer de faire entendre la voix des Corréziens, c'est 6 heures de route dans une même journée. Donc effectivement, que ce soit, je ne sais pas, soit à l'ARS, soit... j'en discutais récemment avec un architecte, pour essayer de maintenir notre place de Corréziens, pour qu'on ne soit pas oublié complètement, de même que les Creusois, il faut qu'on participe, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Effectivement, c'est compliqué pour nous aujourd'hui de s'identifier en tant que Corréziens au niveau d'une région comme la Nouvelle-Aquitaine. Christine de Neuville, dans votre commune, il y a des commerces, il y a un musée, il y a de la vie, il se passe quelque chose, mais il y a aussi ce sentiment-là de ne pas avoir le même accès aux services publics? Alors, je crois pas que je puisse penser et vouloir qu'à Vic-sur-Breuil, on trouve la même chose qu'avenue Jean Jaurès à Limoges. Mais de trouver un équilibre, en tout cas. Il faut trouver un équilibre. Moi, ce que je crois, 2 choses. Je crois beaucoup à la définition de la France périphérique. Je pense effectivement que nous avons des territoires périphériques qui sont laissés de côté. Du reste, un habitant à Vic-sur-Breuil ou à Oreille vaut 68 € en dotation générale de fonctionnement. Place de la République à Limoges, il en vaut 120. Donc déjà, il y a quelque chose. Voilà. Et ce que nous cherchons, les maires ruraux, c'est que soit inscrit dans la Constitution
ce dont parlait mon collègue, c'est-à-dire le territoire. C'est-à-dire que tant que tout est raisonné au nombre de personnes, vous avez ces fameuses communautés de communes dites XXL. Moi, j'ai une collègue maire de l'Ardèche qui doit faire 1h30 pour aller à son siège de communauté de communes. Donc, elle n'y va plus. Donc, en fait, il faudrait que soit on tient compte du nombre d'habitants, bien sûr, c'est une donnée, mais en plus, il y a la donnée territoriale. Et nous tenons beaucoup, les maires ruraux, à ce que la donnée territoriale soit inscrite dans la Constitution. Alors, il nous reste 3 minutes d'émission. Je me tourne vers Patrick Poré. Ce grand débat, il va se terminer à un moment. Il y aura des conclusions, il y aura peut-être des annonces, il y aura peut-être un référendum, dit-on, aux élections européennes. Pour vous, ce serait une bonne idée ou pas? C'est une clownerie. C'est-à-dire? Parce que ça reste dans la continuité de la campagne électorale de M. Macron à l'heure actuelle. Maintenant, je vous rejoins tout à fait dans le sens où nous, on a aussi tout intérêt à s'occuper aussi de ce qui se passe chez nous pour améliorer les choses, hein, parce que c'est chez nous que ça se passe. Mais on ne peut pas faire autrement que de porter un regard par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans cette communication, on va dire, macronienne. Et est-ce que vous craignez que si les espoirs sont déçus, ça redonne un regain au mouvement des Gilets jaunes et peut-être à une radicalisation? Alors, il y aura deux cas. Soit ça va redonner un regain, ou tout simplement les gens vont rentrer avec de la frustration à l'intérieur. Mais cette frustration, à un moment donné, s'il n'y a pas de réponse, elle ressortira de nouveau. Elle ne peut pas s'exprimer lors d'un référendum, justement? Cette fois-ci institutionnalisée. Il faut passer par autre chose avant de... Il faut ramener les gens au bureau de vote. Aujourd'hui, je ne suis pas certain, malgré ce mouvement, que les gens aillent voter plus. Et cette liste des Gilets jaunes, elle aurait donc sa place pour vous? Moi, j'y vois aucun inconvénient. C'est une continuité quelque part logique dans l'ensemble de la discussion. Maintenant, les Gilets jaunes ont dit absolument pas de politique, pas de syndicat. D'accord. Mais toutes leurs revendications, elles sont politiques. Mais finalement. voilà. Et aujourd'hui, on reproche à Mme Levavasseur d'avoir essayé de lancer une liste. Et pourquoi pas? Mais mardi 5, la grève, les Gilets jaunes, ils étaient avec qui? Avec la CGT. CGT, syndicat. Donc là, quelque part, c'est le chat qui se mord la queue. Hein. Bernard Talamy, vous êtes optimiste ou pessimiste pour la suite des événements? Alors, je dirais que je suis pessimiste de nature, mais des Comme fois... ça, vous n'êtes pas déçu. Mais des fois, Non, optimiste de nature, excusez-moi, et pessimiste de raison. Et là, j'ai peur que le pessimiste de raison, mais bon, je veux garder foi, on va dire, en l'être humain. Et si on n'y arrive pas, enfin, on n'a plus de dépositaire évident de la légitimité démocratique. Et le sujet, c'est que, eh bien, un certain nombre de personnes risquent de chercher à se retrouver derrière un homme ou une femme forte et l'autoritarisme, parce que ce sera préférable au chaos et en tout cas vécu comme plus efficace. Donc je pense que le risque, il est là. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jérôme d'avoir co-présenté cette émission avec moi. C'est la fin donc de cette émission spéciale consacrée au grand débat national en Limousin. Vous pouvez la revoir ou la réécouter sur nos sites internet. Place maintenant à la suite de vos programmes en Limousin, à la télé sur France 3 et à la radio sur France Bleu. À très bientôt.